Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une caméra contre l'oubli, celle du cinéaste Sergueï Loznitsa. Arrivé d'Ukraine ce matin, il est aujourd'hui notre invité jusqu'à 13h30. Après Cannes l'été dernier, en séance spéciale, prix spécial du jury de l'Œil d'Or, son film documentaire Babillard Context sera projeté ce soir à Biarritz dans le cadre du FIPADOC et présenté en avant-première à la BPI du Centre Pompidou à Paris. En parallèle, un livre collectif raconte l'œuvre singulière du réalisateur ukrainien de Donbass en 2018, de Une femme douce un an avant ou encore de My Joy en 2010. Un cinéma à l'épreuve du monde, c'est le titre de cet ouvrage collectif qui paraît aux presses universitaires du Septentrion. Un réalisateur à la recherche des angles morts de l'histoire, Sergueï Loznitsa, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour et bonjour à votre voix française. Joël Chaperon, bonjour. Bonjour. Septembre 1941, à Kiev, en 3 jours, 33 771 juifs sont massacrés par les nazis. Pourquoi avoir voulu reconstituer dans ce film, Babillard Context, le contexte justement de cette tragédie, de ce massacre, de ce drame humain ? Ça fait maintenant 10 ans que j'essaie de faire un film de fiction qui est justement fondé sur les événements qui se sont déroulés dans ces journées-là. En septembre 1941, à Kiev, on n'était déjà pas très loin en fait, de commencer le tournage, c'était en 2020. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Et mon ami, le metteur en scène Ilya Kharjanovsky, m'a proposé, qui était à l'époque et il est toujours d'ailleurs aujourd'hui, il est toujours directeur artistique d'un mémorial de l'Holocauste à Babillard. Il m'a proposé donc de faire quelque chose pour ce mémorial. J'avais déjà réuni beaucoup de matériaux documentaires, des photographies, des souvenirs, et également aussi des actualités de l'époque. Et j'avais l'idée d'utiliser justement ces actualités dans mon film de fiction. Et puis j'ai finalement décidé de profiter de l'occasion qui m'était offerte pour essayer de rechercher des actualités supplémentaires et de faire une installation pour le mémorial, donc. Et peut-être, je me suis dit que peut-être que je pourrais en tirer un film. Et donc, durant une année entière, nous avons réuni tout ce matériau et nous avons fait une grande recherche dans les archives. Et j'ai monté, épisode par épisode, ce film. Et j'ai compris à un moment donné que j'avais en fait une forme totale, une forme définie et que j'avais un film entre les mains. Et donc, pour répondre à votre question du pourquoi, je peux dire en fait que les 50 années de pouvoir soviétique ont totalement tué, évidemment, cette histoire de l'Holocauste et de ce massacre. C'était un thème absolument interdit. Et donc, ils se sont mis à en parler que depuis une trentaine d'années. Et de toute façon, c'était de manière relativement calme et pas du tout à la hauteur, évidemment, du drame et de la tragédie qui s'était déroulée à ce moment-là. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce thème, à Kiev, je devais avoir 5 ou 6 historiens qui travaillaient sur ce thème, c'est très peu. Donc en fait, on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle beaucoup de choses, beaucoup de connaissances aujourd'hui apparaissent, sont mises au jour, parce que en fait, les historiens continuent de découvrir les circonstances de ce qui s'est déroulé. Voilà, vous avez dit circonstances, et c'est vraiment cette idée aussi du contexte que vous racontez à travers ce film. Il y a un avant, il y a un après, ce massacre, le massacre de Babillard. Alors là, c'est quand même des mots qui veulent dire quelque chose dans la tête des gens. Il y a une connaissance de ce massacre, mais c'est cette histoire qui l'entoure qui est totalement
totalement méconnu, y compris pour l'enfant que vous êtes, qui a grandi non loin de Babi-Yar, du ravin de la grand-mère. À l'ouest, encore moins nombreux sont ceux qui savent que les unités allemandes sont allées jusque-là. Et pourquoi elles y sont allées et ce qu'elles y ont fait exactement. Vous dites se passer sous silence, c'est tout ça que vous aviez envie de raconter, de mettre des mots sur ce silence, faire connaître ce qui s'est vraiment passé là-bas et le pourquoi. Qu'est-ce qu'on va en faire? On entend cette question d'un soldat allemand au début du film, face à un groupe d'hommes prisonniers, alignés, les bras en l'air. Quels étaient les ordres, Sergueï Loznitsa? Pourquoi l'Allemagne nazie envoie son armée là-bas? Quelle est l'intention? Quel est le but au départ? Когда они что, входили в Советский Союз? Но это, знаете, это такой огромный, колоссальный вопрос. C'est une énorme question que vous me posez là et que je ne pourrais pas répondre comme ça de manière simple. Est-ce que ces hommes, en allant là-bas, savaient qu'ils y allaient pour tuer? Ну, естественно. Absolument, absolument. Ils allaient évidemment conquérir un territoire. Дело в том, что два бандита между собой. Deux bandits, en fait, qui ont joué l'Europe entre eux. D'un côté, Staline, de l'autre, Hitler. Et donc, chacun, évidemment, avait des choses à imposer à l'autre. Lorsque, en novembre 1940, Molotov est arrivé à Berlin et a dit qu'il voulait avoir la Roumanie, la Finlande, on la veut, Hitler a dit maintenant on va commencer à préparer Barbarossa, l'opération Barbarossa. Il n'y avait pas d'autre issue de toute façon liée à l'Europe à l'époque. J'ai peur d'ailleurs que nous soyons aujourd'hui dans une époque, dans la même époque, avec une Europe qui n'a pas d'autre issue que celle-ci. Donc ce serait évidemment très bien justement de se retourner vers l'histoire de manière à en apprendre sur ces événements qui se sont déjà déroulés. Parce que, évidemment, l'oubli et l'absence de souvenirs, évidemment, nous conduit à recommencer. Quelle était la situation des Juifs en Ukraine avant l'arrivée des Allemands, de l'Allemagne nazie, des soldats allemands dans le pays? Vous voulez dire la quantité de Juifs? Non, la situation, la manière dont ils vivaient avec le reste de la population aussi, comment ils étaient considérés. Comment ils étaient considérés? En fait, d'abord, ça dépend sur le territoire de l'Ukraine et où exactement sur le territoire de l'Union soviétique. Il faut être précis, évidemment, géographiquement, parce que la Galicie, par exemple, qui est l'Ukraine occidentale, appartenait à l'Empire austro-hongrois, puis ensuite a appartenu à la Pologne. Et évidemment, c'était une situation particulière. Et puis, sur le territoire de la Galicie, il y avait essentiellement des citadins parmi la population juive. Alors que les Ukrainiens, eux, c'était des paysans essentiellement. Et donc, la grande partie de la population, c'était des Polonais, et notamment des Allemands. Et évidemment, il y avait aussi des Russes et des Tatars, etc. C'était un territoire multinational. Mais si on veut parler du territoire qui a été pris sous l'Union soviétique, par l'Union soviétique, par exemple à la différence du territoire qui était en dehors de l'Union soviétique, après la Révolution, les Juifs sont sortis du ghetto et de la zone qui leur avait été définie, la zone qui leur avait été imposée, et on commençait à se mélanger et à bouger à l'intérieur du territoire. Donc effectivement, ils avaient, on leur avait permis à ce moment-là de se marier, par exemple, et pas seulement entre eux. C'était pas juste des Juifs qui se mariaient avec des Juifs, c'était aussi des mariages entre les peuples. Et la relation envers les Russes, le rapport que les gens avaient avec les Russes, n'était pas aussi distancié
qu'auparavant, notamment quand on parle de Kiev, par exemple. Par exemple, à Lvov, lorsque les régiments allemands sont rentrés dans la ville de Lvov, ils ont réussi à fomenter un pogrom. Et ces scènes sont d'ailleurs dans mon film. Et à Kiev, c'est exactement la même chose. Il y a eu une provocation de la part des services allemands de manière à fomenter là aussi, à ce que soit fomenté un pogrom contre les Russes. Mais ça n'a pas fonctionné là, ça n'a pas marché. Et donc il y a vraiment eu des rapports différents en fonction du lieu géographique en Ukraine. Les rapports aux Juifs étaient différents d'un endroit à l'autre. En Lituanie, c'était complètement une situation complètement différente. En Biélorusse, c'était encore autre chose en Biélorussie. Plus de 33 000 Juifs massacrés en 3 jours pour ce massacre, ce pogrom de Babi Yar. La population a laissé faire cela. Qu'est-ce qui a autorisé, permis un tel massacre, d'une telle ampleur, en si peu de temps ? En fait, il y a d'abord eu des choses qui se sont déroulées auparavant, c'est qu'il y a eu des maisons qui ont été bombardées, enfin, il y a eu des explosions à l'intérieur des maisons à Kiev. Et cela a choqué évidemment tout le monde, parce que tout le centre de la ville de Kiev avait explosé, qu'il y a 956 immeubles qui étaient en flammes. Et ces maisons qui avaient explosé, c'était des mines qui avaient été posées et qui ont explosé à partir de rayons qui avaient été envoyés pour les faire exploser. Des rayons radio. Et donc à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, techniquement parlant. C'était une forme de terrorisme en fait qui apparaissait. Et ces immeubles avaient été minés par les services spéciaux, bien évidemment, de l'armée soviétique. Et profitant de cette occasion, le commandement allemand a décidé de ne pas fusiller les gens. Ils ont décidé au contraire de réunir toute la population juive. Et personne, évidemment, leur avait dit qu'ils allaient être fusillés, bien évidemment. On leur avait dit que simplement ils allaient être déportés. Mais beaucoup de gens avaient compris que les Juifs étaient donc réunis. Il y avait environ 70 000 Juifs qui étaient concernés, donc tout le monde avait bien compris ce qui allait se dérouler. Et ensuite, ils se sont mis donc à fusiller, à exécuter les gens. Mais en fait, cette exécution s'est faite dans le ravin, à l'extérieur, dans les faubourgs de la ville, si vous voulez. Et donc, ceux qui ont entendu les exécutions, c'était que les gens qui habitaient vraiment tout à côté du ravin. Et donc, je pense que je peux répondre en fait de la manière suivante. L'un des dirigeants d'un des Einsatzgruppen qui ont procédé à ces exécutions, l'un de ses commandants a donc écrit un rapport disant ce qui s'était déroulé à Kiev, et il a écrit qu'en principe, en fait, on n'a pas besoin d'un facteur ukrainien pour imposer notre pouvoir en Ukraine, parce que la société était tellement détruite avant même notre arrivée que de toute façon, les gens sont tout à fait d'accord pour se soumettre à n'importe quel ordre. Donc, le stalinisme avait évidemment détruit tout ce qui s'appelait organisation. La société était totalement atomisée. Toute forme et même tout esprit de résistance. On va écouter le témoignage d'un homme rescapé aussi de Babi Yar. C'est ici, à cet endroit de Kiev, appelé Babi Yar, ici même.
Ici, les soldats faits prisonniers en 1941 par les Allemands, sous peine d'être exécutés, ont été forcés par la Gestapo de déterrer ces cadavres et de les brûler à ciel ouvert sur des bûchers que ces tortionnaires fascistes nous ont obligés à fabriquer. Ici, dans le ravin de Babi-Yar, régnait une odeur pestilentielle. On nous obligeait à les sortir et, sous peine d'être tués, à les empiler sur ces bûchers. Ils en amenaient d'autres ici, dans des camions à gaz. Des femmes nues et des enfants asphyxiés dans ces camions. Durant tout le temps où on a travaillé là, on nous a obligés à brûler environ 100 000 soviétiques. Les Allemands voulaient effacer les traces de leurs crimes. Et ils voulaient, quand on aurait fini, nous tuer aussi. Mais ça n'a pas marché. Sur les 300 qui travaillaient là, 12 ont pu se sauver et raconter au monde entier et à notre patrie les atrocités commises par ces ordures fascistes dans notre chère ville de Kiev. Et c'est un témoignage de novembre 1943 devant Babi-Yar, à Kiev, sur ces mots. Le film est tout en images d'archives. Il n'y a pas de reconstitution de témoignages d'historiens pour expliquer. Tout est là dans ces images que vous avez récoltées, rassemblées, organisées. Certaines sont insoutenables, comme les mots qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il faut tout montrer? Comment vous vous êtes positionné, vous, le cinéaste, Sergueï Loznitsa, face à ces images? Je pense qu'il faut tout montrer, mais de manière intelligente. Parce que le spectateur a quand même des limites définies d'aptitude à recevoir, à percevoir justement les images. Et ce n'est pas mon but, évidemment, de choquer le spectateur. Je voudrais éveiller, en fait, inciter le spectateur à réfléchir, à penser. Mais pour moi, le choc, justement, exclut cette pensée-là. C'est pour cette raison que ce film est de manière assez délicatement construit, selon moi. C'est-à-dire, comment vous l'avez composé? En fait, toutes les images qui sont en fait qui vous heurtent un peu sont de toute façon précédées par un certain nombre d'autres images qui vous y amènent. Il y a, par exemple, un film qui a été montré comme une espèce de témoignage au procès de Nuremberg, qui a été tourné par des cinéastes soviétiques. Et durant 1 heure, on voit effectivement des images qui ont été tournées un peu partout de cadavres. Comme le résultat de sauvagerie, de barbarie. Et c'est absolument insoutenable de regarder ces images-là. Je vous apporte là, évidemment, c'est un exemple. Et de l'autre côté, d'un autre côté, c'est un véritable film documentaire. Je pense que c'est Roman Carmen qui l'avait tourné. Et moi, de mon côté, j'ai essayé de raconter l'histoire. Et là, où je ne peux pas éviter un certain nombre de choses que je dois montrer, eh bien, je les montre. Mais de manière très délicate. Il y a des choses que vous avez censurées, des images que vous n'avez pas mis dans le film? Bien évidemment, il y a des images extrêmement choquantes et on finit par arrêter de regarder le film à ce moment-là si on voit ces images-là. En fait, un film, c'est comme un jeu, si je puis dire, assez défini. Peu importe que ce soit un film de fiction ou un film documentaire, dans un film de fiction, tout est possible, tout est accepté parce que nous savons qu'il y a une convention autour du film de fiction, alors que dans le film de documentaire,
la distance qui se définit et qui est beaucoup plus courte entre justement notre conscience et notre acceptation des images que nous voyons. Et donc à ce moment-là, se pose la question de l'éthique. Voilà, là se pose la question effectivement de l'éthique que vous avez du coup travaillé, vous le racontiez, et qui nous ramène peut-être aussi au rôle du réalisateur face à ce matériau historique, combler les lacunes des archives, combler les lacunes de la mémoire, il est essentiel ce rôle-là, agencer, faire parler les images. C'est ce que vous avez voulu faire, vous, dans votre montage, dans le montage de ce film, Sergueï Loznitsa, remettre des mots à travers ces images sur cette mémoire tue, oubliée, silencieuse. En fait, ce que je voudrais, surtout à chaque fois que je fais un film, c'est pas la première fois évidemment que je fais un film de montage à partir d'images d'actualité. Je voudrais plonger le spectateur dans l'époque. Et donc, je voudrais retirer tout ce qui pourrait gêner le spectateur dans ce qu'il voit. Je voudrais donner la possibilité au spectateur de décider de lui-même quel rapport il doit avoir à ces images-là. Qu'il prenne la décision lui-même de savoir ce que c'est que ces images-là. Et donc, dans ce sens, en fait, je fais une machine du temps, si je puis dire. Et le cinéma permet de faire cela. Et pour l'instant, dans le film, je n'ai encore jamais recouru à une voix off, par exemple, dans aucun de mes films. Parce que justement, cette voix-là, surtout dans ce type de cinéma, a une fonction de préservation, cette voix off. Et je n'y recours pas. Parce que cette voix, justement, crée une distance entre moi-même et ce que je vois. Et d'ailleurs, Babiyar, votre film documentaire, Sergueï Loznitsa, est très silencieux. Quelques témoignages seulement, mais aussi beaucoup de silence qui laissent la place aux images. On va retourner quand même dans ce film avec une lecture d'un poème que vous mettez à l'écran, L'Ukraine sans juifs, un poème de Vassili Grossman. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Il n'y a pas de juifs en Ukraine. Nulle part. Poltava, Kharkov, Kremenchuk, Borispol, Yagotin. Dans aucune grande ville, dans aucune des centaines de petites villes ou des milliers de villages, vous ne verrez les yeux noirs, emplis de larmes des petites filles. Vous n'entendrez la voix douloureuse d'une vieille femme. Vous ne verrez le visage sale d'un bébé affamé. Tout est silence, tout est paisible. Tout un peuple a été sauvagement massacré. Et il n'y a plus personne à Kazari pour se plaindre. Personne pour raconter. Personne pour pleurer. Le silence et le calme règnent sur les corps des morts enterrés sous des terres calcinées, effondrées et envahies d'herbes folles. Ce silence est plus terrible que les larmes et les malédictions. Voilà ce poème de Vassili Grossman de 1943 qu'on peut retrouver dans votre film Sergueï Loznitsa. On a demandé à notre traducteur, votre traducteur aujourd'hui, interprète Joël Chaperon, de le lire pour nous, pour la radio. Quand il n'y a plus personne pour raconter Sergueï Loznitsa, il reste la littérature et il reste le cinéma. Non, il y a encore des gens qui se souviennent, qui conservent cette mémoire. L'idée justement de ces occupants était de faire en sorte que soit totalement détruit ce peuple avec leurs souvenirs et la mémoire. Cet essai de Grossman a été effectivement écrit en 1943 en langue yiddish.
Причем напечатана была половина Et en этого эссе. fait, il y a eu la moitié de cet essai qui a été imprimé. Второй не Et последовало. la deuxième partie n'a pas suivi. Видимо, не понравилось, что очень жестко Visiblement, он уже начал писать. on a dû trouver que c'était beaucoup trop cruel et difficile la manière qu'il avait Et d'écrire. после этого, Et après нигде в cela, Советском Союзе не durant публиковался l'Union этот текст. soviétique, personne, nulle part, n'a publié ce texte. Этот текст я нашел J'ai trouvé ce texte через адвокатов семьи Гроссмана, via l'avocat de la famille de Grossman. обратившись к ним, Je me suis tourné vers eux, donc. и получил и Et прочитал на английском языке. je l'ai reçu et je l'ai lu en anglais. Потом мы провели Puis, исследования и nous avons fait des нашли recherches et nous avons retrouvé en fait un petit journal qu'il avait trouvé, que nous avons trouvé à Riga, et qui a été publié dans ce petit journal en 1991 au moment de la perestroïka. А текст очень важный. Or c'est un texte extrêmement important parce que c'est lui qui justement détermine l'ordre des choses. Voilà, et comme avec les images, hein, et vous l'avez raconté, vous disposiez d'une trentaine d'heures de films assez disparates. Vous avez dû à la fois faire un tri de ces séquences, les sélectionner aussi, nettoyer les images, opérer une sorte de réfection du son, de tout ce qui a pu être dit, écrit, filmé à ce moment-là, ces images amateurs pour certaines. Vous les avez reprises et retravaillées pour ce film Babillard Context. Vous évoquez juste cette question de la mémoire. Encore une chose, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, le film a été montré en Ukraine? Est-ce que l'opinion ukrainienne est en train de se réveiller, de sortir de ce long sommeil et de se sensibiliser à ces questions-là, à cette question mémorielle, à cette histoire commune? En Ukraine, nous avons fait une première du film à Babillard. Il y a une salle qui a été construite pour l'occasion, juste pour cette projection. Durant les journées de la mémoire, les journées du souvenir, parce que l'an dernier, ça faisait 80 ans que le massacre avait eu lieu. Et pour moi, c'était évidemment un moment extrêmement émotionnel, une projection, c'était plus qu'une projection d'ailleurs, et pas seulement pour moi, mais pour les 600 personnes qui étaient dans la salle, tous ces spectateurs qui étaient venus. Et ensuite, il y a eu effectivement des projections à la télévision. Le film a été diffusé à la télévision. Il a été montré 2 fois durant ces journées du souvenir. Une fois à 22h et une deuxième fois à minuit. La première fois, 2 millions de personnes ont vu le film lors de la première diffusion et la deuxième fois à minuit, 3 millions. Donc c'est énorme en fait comme chiffre. Vous pouvez donc voir quel est l'intérêt aujourd'hui dans la population pour ce thème-là. Et vous l'avez souvent dit, nous vivons une époque chronocide, c'est votre mot. C'est-à-dire que le temps tue, qu'il anéantit à son tour, et que c'est aussi cette mémoire qu'il faut sauver aujourd'hui. Vous nous dites que la population ukrainienne, les vôtres ont aussi vu ce film, et que c'est important que ce film soit vu par le plus grand nombre. Vous avez fait aussi un début de parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors justement, cette question sur ce que vit actuellement l'Ukraine, la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui, Sergueï Lonitsa. Moscou ne veut pas que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Ça, c'est pour l'actualité brûlante. Il y a des vives tensions en ce moment aux frontières. Comment maîtrise-t-on ces émotions, Sergueï Lonitsa, quand des dizaines de milliers de soldats russes encerclent son pays et menacent de l'envahir? Comment vous vivez-vous cette situation en ce moment? Je pense que ce n'est pas qu'un problème ukrainien. C'est un problème de l'Europe. C'est un problème pour le monde entier. Dans le cas présent, il y a 2 visions du monde qui sont confrontées. 2 civilisations qui ne peuvent pas s'accepter l'une l'autre.
Поэтому они не могут Et договориться. donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Украине так повезло, что она на L'Ukraine a границе de la находится chance, si je puis dire, parce qu'elle est à la frontière и желает убежать или et, как-то et оторваться qu'elle от veut этого évidemment se Советского détacher Союза, de этого cette советского union тоталитарного прошлого. soviétique, de ce passé totalitaire soviétique. L'Ukraine veut s'en détacher. В такой же несчастной ситуации находится Беларусь. Et la Biélorussie est dans la même situation aussi malheureuse. И все эти бывшие страны Tous Советского ces Союза. anciens pays, toutes ces anciennes républiques de l'Union soviétique sont dans la même Это situation. продолжение Et той же c'est истории, la что и была в Грузии в continuation de ce qui 2008 s'est году. passé en Géorgie en 2008. Это война, которая C'est une ведется guerre по окраине всего qui Советского se Союза. déroule sur les confins de l'ex-Union Ведется теми soviétique силами, которые не желали бы et ce никак sont des менять forces свою qui ne страну. veulent pas, Et ça- évidemment, changer, transformer leur pays. Ouais, ça ressemble à une guerre sans issue ou à un conflit sans solution. Hein. Pas grand-chose a changé au Donbass, notamment depuis votre film hein, sorti en 2018, le film Donbass. La situation n'a pas énormément évolué depuis. А ну как она может Elle ne измениться? peut pas, de toute façon, changer cette situation. Военного решения у этого Les- случая нету в этой Il n'y истории. a pas de solution militaire réelle à cette situation. Это, значит, и нету Et санкционного il n'y решения a никакого. pas non plus de choses qui puissent mettre fin à ça. Если мы немножко вернемся Si назад, jamais nous revenions à ce qui était auparavant, ну, скажем, к апрелю si on прошлого revient года, par exemple à avril de l'an dernier, когда lorsque Россия еще la Russie не скапливала войска на окраине, ne на concentrait границе pas с Украиной, ses régiments à la frontière avec l'Ukraine, ничего не было. et il n'y aurait rien eu de tout cela, de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Никто не угрожал Personne ne России. menaçait la Russie. Что Франция угрожает Est-ce России, que la France menaçait la Russie? Германия Est-ce que угрожает l'Allemagne России, menaçait la Соединенные Russie Штаты ou угрожают les России. États-Unis Что menaçaient la Литва Russie? угрожает Est-ce que России. la Lituanie menace la Или Russie Украина ou угрожает. bien Они что, l'Ukraine? все сумасшедшие, что ли? Ils sont quoi? Ils sont tous fous, c'est pas possible. Но вот эту Mais риторику, cette что rhétorique весь мир угрожает России, вы можете qui dit услышать. que le monde entier Russie. menace la Russie, vous l'entendez de manière permanente en Russie. Et voilà, peut-être pourquoi aussi aujourd'hui vous continuez à faire, Sergueï Loznitsa, un cinéma à l'épreuve du monde. C'est le titre de ce livre collectif qui paraît aux presses universitaires du Septentrion et qui vous raconte aussi votre cinéma et la cohérence qui existe entre tous vos films, qu'ils soient d'ailleurs de fiction, documentaires ou d'archives, ce que vous avez construit comme œuvre autour de toutes ces questions. Merci beaucoup à vous. Je rappelle donc que votre film Babillard sera projeté à Biarritz ce soir et diffusé à la Cinémathèque du documentaire à la Bépie au Centre Pompidou à 20h. Merci d'avoir été avec nous. Un grand merci à Joël Chaperon pour sa traduction et un grand merci à l'équipe de La Grande Table, Lucas Bretonnier pour La Grande Table des Idées avec Laura Dutèche-Pérez et Osana Chauvin, Thomas Beau à la réalisation avec Marie-Claire Oumabadi.